Bonjour ou bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous, soit en présentiel pour l'essentiel sur notre stand INRAE du salon, et puis pour un certain nombre d'autres, je ne sais pas si on peut dire geek, agri, communicants ou tout simplement amateurs de la science en action qui êtes connectés à distance. Madame la présidente du CIRPA, Madame la présidente de TELUS, chère Anne, chère Marie, Monsieur le président du jury qui se présentera après, cher Pierre, chers collègues, chers partenaires et chers lauréats qu'on ne connaît pas encore complètement. Je suis vraiment heureux de vous accueillir sur le stand d'INRAE ce soir pour la remise des prix du concours Film ta science. Donc c'est une idée originale du CIRPA que vous connaissez, qui est bien représenté ce soir, le réseau des agri-communicants. L'Académie d'agriculture elle-même, l'Association des centres techniques agricoles, AgroParisTech et l'INRAE ont suivi cette initiative, l'ont accompagnée avec, je salue le président de l'Académie d'agriculture qui est là parmi nous, et puis tous les autres partenaires qui sont représentés évidemment, ont accepté finalement de participer à cette initiative originale. Donc je comprends, mais c'est peut-être le président du jury qui l'expliquera, c'est pas Film ta science quand tu es scientifique ou acteur spécialisé dans la science, mais Film ta science, y compris quand tu es acteur concerné par la science, partenaire de la grande chaîne de l'agriculture, de l'alimentation. C'est ça que vous avez voulu mettre en valeur, mettre en avant. Alors, ce qui est, je trouve, à la fois original et sympathique dans la démarche, c'est évidemment de mettre en avant et de vouloir mettre en avant l'agriculture durable, l'alimentation éco-responsable, qui sont un peu au cœur des défis de ce salon de l'agriculture et plus globalement des missions d'ailleurs d'INRAE. Mais c'est de l'avoir fait aussi sur un dispositif qui est libre, qui est gratuit, qui est ouvert à tous les partenaires, y compris les étudiants, les scientifiques, les agriculteurs, les start-upers, avec des critères qui, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, les critères de sélection du jury, étaient en ligne avec les valeurs, ces valeurs-là, les objectifs que nous poursuivons collectivement. Donc des objectifs de pertinence scientifique, c'est quand même la moindre des choses quand on veut mettre en avant la science. La pédagogie aussi, qui n'est pas toujours simple quand on veut partager des contenus scientifiques. Monsieur Cassignol himself, il fait partie des agri-communicants, il arrive un peu en retard, mais c'est bien d'être là. Voilà, l'originalité aussi, l'impact, l'impact des contenus, tout ça doit faire partie des critères, mais c'est le président du jury qui nous l'expliquera, qui a été à l'occasion, qui ont été fondés. Alors, c'est important, plus sérieusement, je crois, de mettre en avant l'importance de la science dans toutes nos activités. On sait qu'on est dans souvent des situations de crise. On est dans une crise terrible en ce moment en Europe qui fait suite à une crise sanitaire majeure. Et on a pu voir que dans toutes ces occasions, il y a à la fois beaucoup d'attentes des citoyens vis-à-vis de la science, vis-à-vis des scientifiques, que c'est aussi compliqué de parler de science dans des débats qui sont des débats controversés avec une forme de pression sur l'immédiateté, les réseaux sociaux, les affrontements. Et faire la part entre les opinions et les faits scientifiques, c'est quand même pas si simple que ça. Une étude de nos collègues de l'Université de Lorraine a montré, ce qui pourrait être assez inquiétant, que près de 4 Français sur 10 pouvaient adhérer à des thèses complotistes, par exemple. Et dans le même temps, une autre étude a montré que 84% des Français gardent confiance dans la science, les scientifiques. Et donc voilà, on est un peu à cette interface entre ce sentiment parfois de complotisme, de crainte par rapport à la science, au progrès, mais aussi d'attente dans les scientifiques pour essayer d'amener un peu de raison dans le débat public et puis contribuer aux solutions. Voilà quelques éléments, je ne voudrais pas en dire plus parce que le plus intéressant finalement, c'est ce qui va arriver maintenant, c'est-à-dire la présentation des lauréats. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je ne sais pas qui enchaîne. C'est la présidente. C'est normal. En même temps, welcome. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Je voulais rajouter simplement des mots de remerciement et puis saluer aussi Marie Rigouzeau que je veux à mes côtés aussi parce que le réseau des communicants
du monde agricole, les agricommunicants, eh bien, c'est aussi des idées qui émanent de tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à trouver de bonnes idées. Et ça, c'est un fil qu'elle a tissé, Marie Rigouzeau, pendant pas mal de temps, depuis 2 ans, 3 ans maintenant. 3 ans avec la commission scientifique du CIRPA, parce que pour nous, c'était important qu'il y ait cette commission au sein des communicants. Et un fil qu'elle a tiré, c'est le fil qui donne aujourd'hui Filme ta science. Donc, je voulais simplement remercier très brièvement, mais très chaleureusement, à la fois tous les candidats et les gagnants, les lauréats, qu'on va découvrir, mais également nos sponsors, Total Energy, FITEIS, c'est-à-dire l'ancien UIPP, je me permets de le signaler encore, parce que c'est un très joli nom, mais pas aussi connu peut-être. Bayer, ainsi que, je vais le dire à ma mère, une agence très importante aussi pour nous, et le Crédit Mutuel. Voilà, merci beaucoup à eux, et je passe le flambeau à Marie. Merci en tout cas Marie. Merci Anne. Merci Anne. C'est vrai qu'au sein du CIRPA, je crois qu'il y a une conviction partagée qui est qu'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'alimentation sans science. Et même à science, je mettrais un S. Parce qu'il y a toutes les sciences qui peuvent être représentées au sein du CIRPA. Et aussi, on a réalisé que la vidéo était un instrument formidable pour faire de la vulgarisation et faire connaître la science. Et donc voilà, l'idée a germé depuis 1 an en se disant, lançons-nous, lançons un concours Filme ta science avec l'espérance d'avoir un certain nombre de candidats, et on en a eu un certain nombre, pour nous montrer ce qu'ils faisaient. Et quand je dis science, c'est science au sens large, c'est-à-dire qu'on voulait aussi que les agriculteurs aient la possibilité de nous montrer ce qu'ils faisaient et comment ils amélioraient leurs pratiques chez les jeunes, chez les professionnels. Et donc ce que vous allez voir aujourd'hui, finalement, ce sont 5 prix qui reflètent bien tout ce qu'on a reçu comme termes de vidéo. Donc je voulais remercier le CIRPA. Alors je mets mes lunettes parce que si j'oublie des noms, c'est terrible. Donc Anne, merci pour ta confiance. Virginie, Philippe, Marie, Nicolas, Stéphane et surtout Laurence qui est là. Merci Laurence qui a fait toute la logistique qui était assez lourde finalement. Un grand merci à Pierre que vous allez découvrir qui est journaliste TV mais il se présentera. Et vraiment merci parce que merci pour ta gentillesse. Merci pour ta présence positive et ton regard pertinent. Je crois que ce concours n'aurait pas eu lieu sans toi. Donc un grand merci, vraiment. Un grand merci aux partenaires, bien évidemment. On les a rappelés, l'INRAE. Merci Philippe. Pour nous, c'est un symbole fort d'être ici ce soir au sein de l'INRAE. Voilà, pour bien marquer le côté scientifique de notre aventure. L'ACTA, Paris AgroParisTech et puis l'Académie d'agriculture aussi qui est là. Merci au jury. Le jury qui restera anonyme, mais il y en a beaucoup parmi vous. Et je dois dire que je m'excuse parce que je vous ai menti. En fait, quand je vous ai contacté, tous vous m'avez dit ça va me prendre combien de temps ? Et ma réponse, c'est de dire pas beaucoup, on va minimiser. Vous inquiétez pas. En fait, je crois que je vous ai menti, je me suis menti à moi-même. Et en fait, avec 40 candidatures, il y a du boulot derrière, très clairement. Donc, merci à vous tous. Merci à Pierre et merci aussi à Lucie, qui est peut-être déjà partie, mais qui nous a accompagnés en tant qu'agricultrice avec son regard neuf sur notre projet. Merci aux sponsors, on l'a dit. On a un certain nombre d'enveloppes parce que quand il y a un prix, il y a des cadeaux. Et merci, on a réussi comme ça à proposer des cadeaux, des chèques cadeaux pour nos lauréats, qui pourront récupérer. Merci à tous. Et puis Pierre, à toi. Merci Marie. Alors vous avez entendu le président d'INRAE, la présidente du CIRPA et Marie Rigouzeau sur les motivations de ce concours. Quand Marie et Géraldine m'ont appelé pour me demander, et me faire l'honneur de me demander d'être président du jury de ce premier concours Filme ta science, j'ai pas hésité très longtemps parce que ces motivations, naturellement, inciter les agriculteurs, les chercheurs, les techniciens de laboratoires, d'instituts de recherche, les jeunes, les étudiants en agriculture,
à faire des vidéos. C'est quelque chose pour vulgariser leur science, vulgariser leur agriculture. C'est quelque chose qui me parle naturellement en tant que journaliste et vidéaste, passionné d'agriculture, passionné de science sur Arte et sur YouTube. Donc j'avais très envie de vous accompagner sur cette aventure. Je ne l'ai pas regretté. Alors, j'étais très bien entouré. Lucie a dû partir il y a quelques minutes malheureusement. Mais c'était formidable de faire ça, de vivre cette aventure avec Lucie de la chaîne Les Jolies Roux sur YouTube. C'était formidable aussi. Alors je ne savais pas que les autres membres du jury allaient rester anonymes, je l'apprends aujourd'hui, mais c'était une belle équipe avec laquelle on a eu des débats passionnants. Alors c'est vrai que je ne savais pas du tout combien on allait avoir de candidatures, quel genre de vidéos on allait recevoir. Tu m'avais effectivement dit que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps. On a eu 40 vidéos qui étaient formidables, vraiment, vraiment des très belles candidatures. Ça a été très dur de les départager, sachant qu'on s'était quand même... On a fixé le défi de ne pas vraiment récompenser la qualité technique, la perfection, la maîtrise de la vidéo, du son, etc. Mais vraiment d'inciter des talents du côté des scientifiques, du côté des agriculteurs, du côté des étudiants qui avaient vraiment cette envie de parler de la science et de parler de l'agriculture, à se lancer, à prendre leur smartphone. On a tous un smartphone, on sait tous faire une vidéo avec. Donc vraiment, parler avec leur cœur, oui, plus ou moins, c'est vrai, je vois des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais justement, on a vraiment essayé de récompenser les personnes. Et il y en avait beaucoup parmi ces 40 candidatures qui avaient quelque chose à montrer. Et je pense, en plus, elles vont recevoir ces personnes-là. Tu n'as pas donné le montant de l'enveloppe, Marie, mais une jolie enveloppe de 500 € pour s'acheter du matériel vidéo. Et donc, on va vraiment les inciter à continuer. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et plus on aura de vidéos qui parleront de science, effectivement, Philippe Mauguin a dit, mais plus on aura de vidéos qui parleront de science, plus on va atteindre le grand public avec des contenus sur la science et sur l'agriculture, mieux on se portera tous. Et ça, c'est formidable. Donc, je vous propose qu'on découvre tout de suite ces 5 lauréates et lauréats de ce premier concours. J'ai l'honneur vraiment d'annoncer tout le monde, c'est ça ? Alors, le premier prix est celui de la catégorie professionnelle de la chaîne agroalimentaire. Et dans la catégorie professionnelle de la chaîne agroalimentaire, la lauréate, il s'agit d'une lauréate, est Lise Jacob pour la vidéo La Pomme, nouvelle lutte contre la tavelure. Alors on va regarder votre vidéo sur l'écran, mais je vous passe déjà le micro, vous allez pouvoir y réagir tout de suite. Les bioagresseurs les plus redoutables pour le pommier sont la tavelure du pommier, qui est provoquée par un agent pathogène, un champignon qu'on appelle Venturia inequalis, mais aussi par des ravageurs comme le puceron cendré du pommier. La tavelure du pommier est particulièrement redoutable. Parmi l'ensemble des traitements qui sont réalisés sur la pomme, elle représente 50% des traitements. Il suffit d'une seule tache sur une pomme pour qu'elle soit considérée comme invendable, incommercialisable. Les traitements phytosanitaires sont de plus en plus décriés par les consommateurs et la réglementation est de plus en plus contraignante pour les producteurs. Il faut aujourd'hui qu'ils trouvent d'autres solutions face à cette maladie redoutable. Les méthodes prophylactiques consistent à casser ce cycle-là, à empêcher que le champignon se reproduise et qu'il contamine de nouveau au printemps. Au CTIFL, nous travaillons sur 2 techniques prophylactiques, le broyage des feuilles mortes qui sont donc tombées au sol et la mise en place d'activateurs de compost. La technique du broyage des feuilles consiste à faire passer un broyeur qui va déchiqueter ces feuilles. Et plus les feuilles sont petites, plus elles vont se décomposer rapidement et moins le champignon aura le temps de se reproduire sur ces feuilles. C'est une technique qui est déjà pratiquée depuis longtemps par les producteurs. Cependant, elle est aujourd'hui pas suffisamment efficace. On se rend compte que c'est pas évident pour les producteurs de passer au bon moment. Parfois, les feuilles restent collées au sol et malgré un bon balayage, on n'arrive pas à ramener toutes les feuilles dans l'interrang. Au CTIFL, on développe une technique complémentaire. On utilise des accélérateurs de compost. Sur les feuilles mortes à l'automne, on va pulvériser des engrais
qui vont permettre le développement de champignons saprophytes. Et ces champignons, en fait, ils vont dégrader les feuilles, ils vont se nourrir de ces feuilles-là pour se développer. Et ça va du coup permettre une dégradation rapide des feuilles du pommier. Et ça va empêcher le champignon qui est Venturina equalis, qui cause la tablure, de se développer et de se reproduire. L'étude que nous menons ici au CTIFL va durer au moins 3 ans. Il va y avoir d'abord 2 ans où on va faire un criblage de différents produits pour identifier l'accélérateur de compost le plus efficace. Une fois qu'on aura identifié cet accélérateur de compost, on va l'associer à la technique du broyage pour vérifier si la combinaison de ces 2 méthodes permet vraiment de rompre le cycle de la tavelure. Si cette solution fonctionne, ça permettra de diminuer largement les traitements phytosanitaires pour le producteur et surtout, ça lui permettra de traiter les pommes avec des produits biocontrôle ou des préparations naturelles qui sont souvent moins efficaces que les fongicides classiques, mais qui, associés à des méthodes prophylactiques, peuvent suffire à maîtriser la tablure du pommier. Et en plus de ces préparations naturelles qu'on étudie à la fois en laboratoire et au verger, on est aussi à l'étude de différents logiciels de prévision des risques. Ma mission au CTIFL a du sens à mes yeux parce qu'elle permet de répondre à un besoin des producteurs très important aujourd'hui, de faire face à une évolution réglementaire vis-à-vis des produits phytosanitaires. Et du coup, ça permet aujourd'hui d'arriver à produire de manière plus durable et plus écologique. Félicitations. Lise Jacob. Je vous donne le micro. Donc vous êtes directrice de communication au CTIFL. On a l'impression que la vidéo a beaucoup d'importance dans la manière dont vous communiquez sur vos activités. C'est le cas ? Alors oui, c'est le cas, effectivement. Il se trouve qu'au CTIFL, il y avait un réel besoin de faire savoir ce que faisaient les ingénieurs qui font des recherches expérimentales. On va dire que ce n'est pas leur métier au départ. Et donc, pour nous, c'était très important d'utiliser le support de la vidéo pour leur permettre à la fois de conserver l'intégrité de leurs propos et en même temps de pouvoir vulgariser pour que ce soit audible, écoutable, on va dire, par le plus grand nombre. Félicitations en tout cas. Je sais pas, est-ce qu'on peut demander à un autre membre du jury aussi de venir de remettre le prix ou est-ce qu'il y a un protocole ? Ouais, voilà. Très bien. Voilà. Là, je suis toute petite, je vais monter là-dessus. Voilà, ça j'ai un peu. Voilà, et donc le deuxième prix, je vous disais avant qu'on a eu vraiment beaucoup de candidatures, de très belles candidatures dans cette catégorie professionnelle de la chaîne agroalimentaire. Et on avait envie de remettre un coup de cœur dans cette catégorie-là pour récompenser vraiment une personne qui a envoyé une vidéo. Alors il y en a beaucoup, mais une personne qui a envoyé une vidéo où on avait vraiment le sentiment qu'elle venait du cœur et qu'elle allait vraiment s'adresser au grand public. Et c'était important aussi de récompenser cette participation. Et il s'agit de Pascal Valzer, qui est venu nous voir depuis Clermont-Ferrand. Alors Pascal, je sais que tu m'as dit avant que tu faisais des vidéos déjà sur YouTube. Oui. Tu as une chaîne. Oui. Mais c'est la première fois que tu parles de ton métier en vidéo. Oui, c'est la première fois. Très très difficile de parler de son métier. Faire des bêtises, tout ça, c'est bien, c'est facile. Mais parler de son métier, c'est très difficile. Et ton métier, c'est ? C'est technicien de recherche à l'INRAE en mesure physique. C'est pas facile d'en parler, mais tu l'as très bien fait. Je te propose qu'on regarde la vidéo et puis après tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as fait comme ça. Et la chaîne TV, c'est Poil TV. Bonjour, je suis Pascal Valzer, technicien exceptionnel à l'INRAE de Clermont-Ferrand. Filme ta science. Mais quelle bonne idée vous avez eue. Et je dirais même plus que la recherche sans technicien, c'est comme la science sans scientifique. C'est pas possible. Allez, on y va.
Le réchauffement climatique entraîne des sécheresses de plus en plus importantes au niveau des prairies. Eh bien, justement, le projet scientifique auquel je participe étudie l'opportunité de considérer les arbres auvergnats en 2070 comme une opportunité de ressources fourragères pour les troupeaux. Mais avant de faire manger des arbres aux vaches, il faut leur apprendre à grimper. Il faut se poser une question. Quel impact physique et physiologique aurait ce prélèvement sur les arbres ? Et quand on parle d'arbres et de physique, on pense à qui? Je vous le donne en mille. À l'UMR Piaf de Clermont-Ferrand, l'unité mixte de recherche, de physique, de physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. C'est notre domaine. Ma mission principale est d'acquérir la masse carbonée des arbres avant et après le prélèvement. Et il en faut du matos. Pour cela, nous allons utiliser un scanner lidar terrestre. Et avec ces sphères, le scanner, très important. Ouais, puis du matériel, il en faut toujours. Ça, il faut chercher des trucs, des machins. Est-ce que cet outil, le scanner lidar, peut permettre d'acquérir rapidement la géométrie des arbres en 3 dimensions et de connaître précisément les réserves carbonées? Oh Pascal, t'as encore oublié la moitié des trucs. Ah bon? Non. Si. Un technicien n'oublie jamais rien. Quoi encore? Le pied? Non. Bon bah ouais. Bon bah là j'ai tout je pense hein. Je pense que j'ai des sphères, attention elles sont fragiles. On y va. On les sphères. On les sphères. Ah t'es fragile. Il faut quoi? C'est fragile. Bon. Allez, on est parti, on va à la parcelle. Donc la parcelle est située à Tay. C'est une parcelle d'agroforesterie de 30 ans de Fraxinus excelsior. Voilà, c'est toute une aventure. Mais seul un technicien extraordinaire peut accomplir sans encombre. Ou presque. Faites partie. Sur le terrain, je surmonte tous les obstacles. La science avance, même si parfois elle patine. On arrive de bonne heure le matin pour installer tout le matériel. On repère tout d'abord son arbre au nord et le sud. On installe le scanner en respectant le pas de vis, très important. Et on finalise par l'installation des 5 sphères qui nous permettront de reconstituer nos 4 scènes en 3 dimensions. Elles sont au nombre de 5 que l'on répartit uniformément autour de l'arbre. Je programme le scanner pour les 4 scènes à enregistrer. Donc la première scène est faite en noir et blanc, basse définition. Ensuite, on scanne une deuxième scène en haute définition, mais seulement de la partie de l'arbre concernée. On réalise cette mesure 4 fois pour avoir 4 images. Et c'est seulement après ces manips que le technicien peut laisser exploser sa joie. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier de ranger tout le matériel en commençant par les sphères délicatement. Puis vient le scanner. Et comment ne pas terminer en Auvergne une journée en transformant cet essai par 2 points entre les perches. Yes! Ensuite, je peux m'éclipser discrètement et retourner au laboratoire. Pour compléter les mesures lidar, nous prélevons une carotte à la tarière de Pressler pour doser les réserves carbonées. Hey, salut Jérôme, ça va? Ouais. Ouais, j'ai tout installé là, ouais. Je vais faire les 9 arbres. Ouais, d'accord, je vais commencer, ouais. C'est à ce temps-ci que t'arrives? Quoi? Plus 12? 12 arbres? Non, mais là, je mets déjà 16 minutes par scan. Non, mais non, mais je suis pas d'accord. Non, insiste pas, non. Quoi, les sphères, elles sont mal mises, les sphères. Tu veux que je déplace les sphères pendant que ça scanne? Ouais, pas de problème. Si, je vais le faire. Si, je vais le faire, si. Tiens, fais-moi le malin, hein. Ouais, et l'autre aussi? Pas de problème. Tiens. Hop. Le scan, c'est pas Dédé qu'on a fait ça, non. Ah là, c'est sûr. Bon, pas que ça ferme. Les reconstructions donnent les images suivantes avec un arbre non émondé, pas de taille, avec un arbre demi-émondé, une demi-taille, et avec le résultat du tronc seul avec un émondage total.
Félicitations, Pascal. Merci, ça fait plaisir. Merci. C'était quoi le déclic pour faire cette vidéo qui est quand même assez barrée, quoi. On peut dire ça comme ça. J'avais 2 heures de rush parce que je m'étais auto-filmé pendant la manip. Donc en septembre, on voit il y a des feuilles, c'est pas l'hiver. Et voilà, j'avais ça dans un placard et quand mon chef m'a dit tiens Pascal, ça peut t'intéresser ça, tu fais un peu de vidéo. Alors j'ai dit ben oui, j'ai ce qu'il faut. Et là il a commencé à pas trop sourire, il a dit mais qu'est-ce qui va me sortir? Et il l'a pas vu, donc il vient de le voir ce soir, Bruno. Voilà le film que tu redoutais tant, mais bon apparemment ça a plu. Et voilà, donc c'est la petite histoire. Et à David qui m'a beaucoup aidé au montage, voilà, parce que 10 jours pour faire ça, c'est pas évident. Faut donner plus de temps aux gens pour le prochain. Voilà, merci. Bah, on espère en tout cas que tu vas continuer à en faire des vidéos comme ça qui donnent envie. Ça donne envie de faire des séances, ça donne envie d'entrer dans ton équipe qui a l'air vraiment très sympa. Ouais, c'est sympa, on essaye de mettre un peu d'enthousiasme parce que voilà, la crise et tout ça. Il faut qu'on sorte de tout ça et on essaye de le faire. Et je voulais aussi un petit mot à tous les techniciens plus ou moins invisibles qu'on voit pas assez souvent, et voilà, et Corinne t'embrasse, et Sybille aussi, voilà, je devais le faire, je l'ai fait, t'as des fans, mais c'est incroyable, quoi. Donc j'espère que j'en aurai autant sur ma chaîne YouTube. Corinne et Sybille alors. Merci beaucoup Pascal, félicitations. Merci. Voilà, j'avais déjà reçu avant des fois des vidéos de Pascal sur d'autres sujets internes avec micro. J'en profite pour le féliciter à travers Pascal, tous les techniciens, il l'a dit, qui sont mobilisés au quotidien, souvent dans l'ombre, mais pas que, parce que là, quand on est au salon, tous les équipes qui se relaient pour présenter aux visiteurs, c'est des chercheurs, des techniciens qui sont ensemble pour présenter leur manip. Donc un grand bravo, et c'est vrai que si on l'avait fait avec la com INRAE, je pense qu'on l'aurait pas fait exactement comme ça. Je vous rassure ou je vous déçois. Mais donc, c'est ça la patte de Pascal, donc un grand bravo. Et c'est ça la magie de ce concours aussi, c'est que c'est pas de la com, c'est la vraie vie et la vraie passion. Alors on va passer au 3e prix. C'est magique, il y en a 5 en plus des prix. Moi, on m'avait dit qu'il y en aurait 3 et finalement il y en a 5, c'est super. Donc le 3e prix, c'est celui de la catégorie agricultrice et agriculteur. Là aussi, on a eu du mal à départager des super candidatures. Et on a voulu récompenser quelqu'un, une personne qui se lance aussi avec passion dans ses vidéos. Il s'agit de Laurie Poussier. Félicitations Laurie. Alors, on a perdu ton micro, je vais te donner celui-ci. Ok. Ah, merci. Toi, c'était ta première vidéo aussi ? Alors, je démarre un petit peu, je fais des vidéos, mais pas du tout dans le montage. Enfin, vous allez voir, de toute façon, c'est très improvisé, mais... Ça nous a beaucoup plu. Ouais, d'accord. C'est très okay, prometteur, cool. et j'espère que tu vas continuer. Ouais, voilà. Bonjour, alors moi c'est Laurie, je suis productrice de lait. Et donc j'ai décidé de mettre en place une savonnerie artisanale à la ferme et de fabriquer du savon solide avec du lait de vache en technique de saponification à froid. Donc aujourd'hui je voulais du coup vous parler de la saponification et comment ça marche au niveau chimique. Alors du coup c'est parti pour la fabrication. Comment se passe une saponification ? Donc la saponification, c'est la réaction en fait d'un corps gras qui est soit de l'huile, donc forcément de l'huile végétale ou un beurre végétal ou du beurre animal dans le sens historiquement on utilisait aussi du suif, de la graisse animale. Donc en réaction avec une base. Donc, qui peut être soit de l'hydroxyde de sodium, ce qu'on appelle communément la soude caustique, ou de l'hydroxyde de potassium quand on veut faire notamment des savons liquides. Historiquement, le vrai savon liquide est fait avec de l'hydroxyde de potassium. C'est le même travail pour faire de la pâte à savon, c'est juste que la réaction chimique fait qu'à la fin on aura un savon liquide et pas un savon solide.
Donc en fait la réaction de saponification c'est le corps gras et la soude. Donc la soude en fait on la prépare dans ce qu'on appelle de la lessive de soude. Normalement on le fait avec de l'eau logiquement, mais dans mon cas j'utilise du lait parce que j'avais envie de valoriser le lait de vache. Le lait que j'ai congelé, pourquoi? Parce qu'on est sur une réaction exothermique, c'est-à-dire qui dégage de la chaleur, et que si je mettais mon lait liquide avec la soude, en fait ça brûlerait complètement le lait puisqu'on atteint des températures de 80 à 90 degrés. Donc je prépare ma lessive de soude, vous allez voir elle va se liquéfier toute seule, en mélangeant la soude et le lait. Puis une fois que la lessive de soude est préparée, je la mélange à l'huile d'olive. Et je rajoute en fait quelques ingrédients qui font la recette spéciale de mon savon à l'huile de cameline. Allez, c'est parti! En fait, le calcul de la soude ne se calcule pas du tout au hasard. En fait, la quantité de soude va tenir compte de l'indice de saponification des huiles. Donc en fonction de cet indice, donc il y a des calculateurs qui existent et il y a des équations mathématiques derrière qui vont calculer combien de soude caustique on a besoin pour transformer du coup la matière grasse de l'huile en savon plus de la glycérine végétale qui est de la glycérine naturellement produite. En fait on n'ajoute pas dans le savon, donc voilà. Allez, c'est parti mon kiki, on fait la réaction de la sapo. Il n'y a plus qu'à mettre en cure, voilà, donc vous voyez ça prend un peu de temps tout ça, 1h30 de fabrication, mais bon derrière tout ça, ça fait des beaux savons, donc je vous retrouve dans 2 jours pour le démoulage et puis la découpe, voilà. Donc nous sommes 2 jours après la fabrication du savon, donc le savon a séché en fait entre deux, on va arriver à l'étape de démoulage et de découpe du savon. Et puis après on va mettre les savons en cure pour 4 à 5 semaines, le temps que la soude fasse tout son travail de saponification et donc en clair transformer les corps gras du savon en savon et en glycérine naturelle. Donc c'est parti pour la découpe. Donc en fait, je contrôle le poids du savon à chaque pièce. Pourquoi? Parce qu'on perd en moyenne 10% du poids entre le poids frais et le poids sec à la fin de la saponification. Tout simplement parce que le savon perd en eau. Donc c'est important de garantir au consommateur un savon qu'on garantit à 100 grammes. Donc on a une tolérance de 5 grammes. Mais c'est quand même important de contrôler tout ça. Ce qui est super joli, c'est la technique de marbrage. Je vais garder cet échantillon en fait qui est plus léger que les autres pour pouvoir contrôler le pH du savon aussi en sortie de l'eau afin d'être sûr que le savon n'est pas caustique. Donc on vise un pH en fait qui soit en dessous de 11. Idéalement compris entre 9 et 10,5 de pH. Félicitations Laurie. Merci. C'est formidable, c'est ta première vidéo sur ton activité de saponification. C'est ma première vidéo, on va dire, avec un caractère scientifique, même si j'essaie d'expliquer au maximum le métier.
et via Twitter, voilà, ou via LinkedIn, etc. Voilà. Mais là, c'était vraiment une dimension plus sur expliquer ce que c'était vraiment la saponification et la fabrication du savon de A à Z, quoi. Ça nous a beaucoup plu, on espère que tu vas continuer. Et en fait, tu es en train de développer ton activité. J'espère que tu vas en parler en vidéo de ce développement. Oui, tout à fait. En fait, je démarre tout juste mon activité de savonnerie artisanale puisque je rejoins mon compagnon qui est déjà installé en lait, près de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Et donc, voilà, l'idée, c'est de proposer ça, on va dire notamment à des entreprises. Donc, j'en profite pour faire ma petite pub. Mais, c'est bien. Comité d'entreprise, des entreprises qui souhaitent communiquer sur une image naturelle avec des valeurs locales aussi, puisque mes savons sont faits qu'à partir d'huile française et principalement en direct producteur. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc il y avait l'huile de caméline qui vient de Bain-de-Bretagne, l'huile d'olive du Sud, voilà. Donc, Et si on veut voir tes prochaines vidéos, il faut s'abonner à ton compte Twitter, c'est ça ? Alors il y a mon compte Twitter, donc Laurie Poussier, et sinon il y a ma page sur LinkedIn, l'Atelier du Tilleul, et mon compte LinkedIn aussi, Laurie Poussier. Voilà. Félicitations et bonne continuation. On se met devant, ça va. Ouais, ça fait mieux avec le... Hashtag France Agritutos. Ouais. Voilà, Laurie Poussier. Et donc on va passer au 4e prix, si j'ai pas perdu le fil. Le premier prix de la catégorie étudiants et start-upers. C'est comme ça qu'on l'a appelé, que tu as appelé la catégorie. Et les lauréats, ce sont 2 lauréats, Henri de Smecht et Rémi Castan. Alors ils sont pas avec nous, mais on va commencer par regarder leurs vidéos et après on va regarder un petit message qu'ils nous ont envoyé. Par visio, je sais pas. Ouais. Ah, tiens. Bonjour. Vous êtes là depuis longtemps ? Je suis un coquelicot, ou papaver roeas. Je suis beau, je suis rouge. J'ai inspiré bon nombre de vos artistes, de grands peintres comme de grands botanistes, mais pourtant, il y a certains d'entre vous qui nous apprécient moins. Les agriculteurs. Oui, parce que je suis aussi ce qu'on appelle une plante adventice. C'est-à-dire que je pousse dans des cultures sans y avoir été semé. Des fois on est inoffensive, mais parfois on commence à gêner la production à plusieurs niveaux, en prenant les nutriments des autres plantes ou en occupant l'espace. On devient ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Quoi ? Ça vous choque qu'une fleur puisse être une mauvaise herbe ? Mais il y a plein de mauvaises herbes différentes, vous savez. La folle avoine par exemple, le chardon, les véroniques, les boutons d'or, encore la matricaire camomille. Il y en a plein. Nous vivons toutes dans les champs et parfois nous devenons mauvaises herbes. Oui, je sais, des fois on choisit pas. En plus, on a la particularité d'être présente tout au long de l'année. Au printemps, en été, en automne, en hiver, dès que les unes disparaissent, les autres prennent le relais. C'est vrai qu'on a tendance à être en compétition avec les cultures, que ce soit pour l'espace, la lumière, l'eau et les éléments minéraux. Selon nos caractéristiques, on a aussi tendance à s'étendre très vite, notamment aux cultures voisines. Néanmoins, on a quand même des avantages. Notre présence dans les cultures amène une biodiversité plus prononcée, notamment pour les insectes. Il nous arrive régulièrement de leur donner le gîte et le couvert. Et ce sont ces insectes qui vous aident. Ils consomment des ravageurs ou favorisent la pollinisation des différentes plantes. Alors finalement, on est des mauvaises herbes ou pas ? En tout cas, certains d'entre vous sont bien décidés à nous faire disparaître et parfois avec des techniques vraiment barbares, par le désherbage simple ou même à l'aide d'herbicides. Bon, vous vous êtes vite rendu compte que la plupart d'entre nous étaient résistantes à tout ça ou finissaient par réapparaître, et qu'en plus vous polluez les sols et les eaux. Alors bon, franchement... Mais un petit groupe d'entre vous se sont tournés vers l'agroécologie, en prenant au centre de votre réflexion la gestion intégrée de la flore adventice dans vos cultures. C'est l'ensemble des pratiques préventives qui visent à limiter notre émergence et le développement dans les parcelles cultivées. D'ailleurs, il existe plusieurs façons de nous intégrer dans la gestion de votre culture de façon écologique et naturelle. La plupart du temps, il s'agit de combiner succession culturelle et gestion du travail du sol. Bon, c'est tout simplement l'organisation des cultures qui vont se succéder sur une même parcelle. Ainsi, bien organisé, il sera plus facile de contrôler les différentes flores qui se succèdent. Et il est également possible de retarder les levées avant de semer. Il existe des techniques complémentaires à ces deux pratiques de base. Le faux semis avant l'implantation de la culture, l'essimage des tiges de mauvaises herbes, le déchômage après la récolte. Toutes ces techniques ont pour but de gérer le développement des flores adventices dans les cultures et ainsi les intégrer dans une idée de traitement naturel et donc d'agroécologie afin de faire le moins de mal possible à notre planète. Donc bon, j'ai beau être une mauvaise herbe, bon, je suis quand même un peu jolie, non ?
Henri de Smecht et Rémi Castan. Alors, ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui à Paris, mais ils nous ont envoyé un petit message que je vous propose de regarder tout de suite. Eh bien, bonjour. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé notre film. On espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Je m'appelle Rémi Castan, je suis étudiant à l'ENSAV, donc l'École nationale supérieure d'audiovisuel de Toulouse, et j'ai réalisé ce film avec mon comparse Henri. Juste là. Alors bonjour à tous, Henri de Smecht. Alors effectivement, nous avons pu réaliser ce stage au début d'été dernier, durant lequel nous devions vulgariser des définitions qui sont dans le dictionnaire d'agroécologie, donc un programme qui est organisé par l'INRAE et pour lequel nous avons pu essayer différents types de mise en scène et de vidéos pour vulgariser des thèmes agricoles. Et donc voilà, pour celui-ci, c'était gestion intégrée de la forêt adventice et nous avons été, ça a été une expérience très intéressante pour nous. Oui, parce qu'en travaillant avec l'INRAE et l'ENSAV, on avait une consigne globale de mise en scène avec les pages et le générique, mais l'intérieur était quand même relativement libre, donc on a pu faire ce qu'on veut, du fait que justement on venait nous chercher pour ça parce qu'on vient d'une école de cinéma. Et on a eu beaucoup de chance d'être avec l'INRAE parce qu'on a pu proposer une approche plus humoristique et peut-être plus sympathique et plus attrayante. Puisque nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est l'idée que qu'est-ce que nous, on aimerait voir pour qu'on nous explique cette définition, qu'est-ce qui nous intéresserait, qu'est-ce qui nous ferait rester sur cette vidéo finalement. Et on a eu la chance aussi de travailler avec un chercheur qui a pu assurer toute la partie beaucoup plus précise, parce que même si c'était de la vulgarisation, on voulait pas dire de bêtises. C'est ça, nous avions vraiment un intérêt à ce que le fond reste pertinent, juste, et justement que ce soit vraiment ce fond qui nous donne la matière ensuite pour la forme. Et là-dessus, voilà, nous avons pu effectivement nous amuser et essayer de proposer des choses que nous n'avons pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent et qui ont été vraiment intéressantes, d'autant avec ce genre de thématique. Alors, on voulait vous remercier parce qu'on est très content aussi d'être lauréat à ce concours. Ça nous fait très plaisir. Et merci beaucoup. Et on espère surtout que la vidéo vous a plu et que vous êtes amusés et que vous avez appris des choses. Merci beaucoup. Merci. Voilà, félicitations à Henri de Smecht et Rémi Castan. Je ne sais pas si quelqu'un est présent pour récupérer leur diplôme. On va leur envoyer. Et surtout, il y a 2 personnes qui sont là pour le... Tu étais au courant? Non, Marie est surprise comme moi. Parfait. D'intervenir. Bonjour à tous, moi je suis Véronique Batifol, je suis à l'origine du dictionnaire d'agroécologie et donc c'est dans le cadre de ce dictionnaire que cette vidéo a été réalisée. Donc j'ai à cœur d'accueillir chaque année des étudiants de l'École nationale d'audiovisuel de Toulouse pour réaliser des vidéos pour le dictionnaire. Et donc Alain Rodriguez de l'ACTA a été donc le chercheur qui a encadré ce travail. Donc il a d'abord travaillé sur la définition du terme. C'est d'abord un prérequis, une définition doit être intégrée dans le dictionnaire et ensuite elle est mise en vidéo. Tu as tout dit, merci beaucoup. C'était un plaisir. Difficile de vulgariser, de faire passer les grandes idées à monsieur tout le monde, qui ne connaît rien absolument. Mais finalement, je suis vraiment content du résultat et puis je les félicite. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut vous remettre l'enveloppe aussi? Parce qu'ils vont avoir une belle enveloppe pour acheter du matériel vidéo. On fait ça, Marie? Vous les verrez? Oui, bien sûr. Alors voilà, attention. Une grande responsabilité parce que ça les aidera, on espère, à continuer leur vidéo, à se poursuivre dans cette voie. Je pense vraiment qu'ils seront très contents parce que c'est des étudiants. Donc ils ont terminé leur formation de réalisateur l'année dernière. Donc je les ai utilisés pour le dictionnaire. Ils ont réalisé 5 vidéos. Bon, voilà, super. En tout cas, allez voir les belles vidéos du dictionnaire réalisées par les étudiants de l'École nationale d'audiovisuel. Merci beaucoup et félicitations encore à Henri de Smecht et Rémi Castan. Alors vous commencez à comprendre le plaisir qu'on a eu, nous jury, à découvrir ces 40 vidéos, ces 40 très belles candidatures. Il y a une vraie diversité.
On sent vraiment un vrai plaisir à parler de science et à parler d'agriculture. C'était pas facile et c'est pour ça qu'on a, dans cette catégorie aussi, remis un coup de cœur à Saloï. Alors j'espère que je vais pas les... Saloï Rafano Menantsoa, c'est ça? Non? Voilà. Saloï Rafano Menantsoa, pardon. Voilà. Elle non plus. Alors, elle est à Montpellier ou à Madagascar? Elle est à Madagascar. Et on va regarder sa vidéo pour commencer. Je m'appelle Saloui et je suis ravie de vous partager dans cette vidéo une expérimentation d'aquaponie que j'ai entreprise. Pour vous contextualiser ce projet, nous habitons en périphérie de la ville d'Antananarive qui est la capitale de Madagascar et qui se trouve dans l'océan Indien. Antananarive est la ville la plus consommatrice de poissons ici, alors qu'elle ne produit même pas le quart de cette consommation. Les marchés locaux à Tana s'approvisionnent des régions autour et côtières et les produits ne sont pas souvent frais, ils coûtent cher et des fois on ne sait pas d'où ils viennent. Depuis 2019, avec la crise du Covid, les poissons frais deviennent rares sur le marché et peu de familles peuvent manger des poissons régulièrement. Avec mon mari, nous avons eu l'idée d'entreprendre un système d'aquaponie dans notre cour, une idée concrétisée avec la naissance de notre fille en 2018. L'envie de consommer des poissons frais et des légumes bio chaque semaine nous ont poussé à la réaliser, mais comme l'espace manquait, l'aquaponie était pour nous la solution. On a choisi d'élever des tilapias ou tilapia nilotica en nom scientifique. Cette espèce est très appréciée ici à Madagascar et elle s'adapte bien aussi à notre climat avec un degré élevé de résilience. On a combiné à cet élevage la culture de légumes à feuilles comme les tomates, les laitues, les cressons. Nous avons commencé en 2019 avec la construction d'un bassin en béton de 6 mètres cubes. Et l'année suivante, nous avons étendu avec 2 autres bassins de 6 mètres cubes et d'1 mètre cube. Et nous avons placé les légumes au-dessus. Nous utilisons des matériaux recyclés en plastique et aménagé des gouttières pour planter ces légumes. Le système tourne en cycle fermé. En d'autres termes, les poissons sont élevés dans les bassins en béton. L'eau qui sort et qui est mélangée avec les excréments de poissons sont versés dans les biofiltres. Notre biofiltre est composé de pozzolan et de bioballes. Ce biofiltre permet de transformer les résidus dans cette eau en engrais assimilables par les légumes. Après avoir passé et nourri les plantes, l'eau est reversée dans les bassins. D'où l'appellation cycle fermé. Ce système tourne 24 heures sur 24 et les bassins sont équipés de compresseurs d'air pour oxygéner les poissons dans les bassins. Ce cycle fonctionne grâce à des pompes à eau alimentées par de l'électricité. L'eau utilisée vient de l'eau du robinet, laissée 2 jours à l'air libre pour enlever les chlores. Pour l'alimentation des poissons, nous donnons des algues, des provantes faits avec du maïs, de la farine de manioc, des crustacés secs et des poudres de coquillage. Pour cela, nous consacrons environ 3 heures par semaine de travail pour nourrir ainsi que nettoyer les bassins et les filtres. L'année 2021, nous avons rencontré des problèmes par rapport à l'électricité. En effet, à Madagascar, nous rencontrons des coupures de courant tous les jours et qui affectent notre production. Nous avons essayé de remplacer les compresseurs d'air par des aérateurs solaires, mais cela n'est pas suffisant à cause du lourdeur des délestages. Par exemple, si en temps normal, nous produisons environ 200 kg de poissons par an, et qui est équivalent à 1000 poissons, nous n'avons pu produire que 100 kg. Pour l'heure, notre production sert à l'autoconsommation et seule la moitié de notre production en poissons est destinée au marché local. En termes d'investissement, nous avons investi environ 1 500 € au départ et nous dépensons environ 180 € par an pour les intrants, comme la nourriture et l'électricité, et nous n'avons engagé aucun personnel jusqu'ici, mais nous nous organisons avec mon mari pour le travail.
Comme perspective, nous projetons de changer en énergie solaire toute l'alimentation du système et être plus écologique, et nous souhaitons agrandir en vertical nos bassins et augmenter la production. Les valeurs ajoutées sont de pouvoir expérimenter plusieurs plantations de légumes, manger plus frais et bio, et aussi optimiser l'espace et le temps. En conclusion, à notre époque, pouvoir assurer son autoconsommation en plus de manière plus écologique s'avère utile. L'agriculture urbaine est une des solutions vu la rareté des ressources et les problèmes environnementaux. Ainsi, par l'aquaponie, nous combinons la valorisation de l'espace, le respect de l'environnement et l'autosuffisance alimentaire. Voilà, félicitations à Saloui, Rafano, Mezantsoa. Elle aussi nous a envoyé un petit message de Madagascar. Elle est étudiante. Bonjour tout le monde, je m'appelle Salou Rafal Mezatsu, on m'appelle Saloui. Je suis étudiante en première année de thèse à AgroParisTech à Apiès et je suis rattachée aussi au laboratoire de Tétis au CIRAD sur un thème qui s'intitule en fait sur la thématique du foncier et du genre, notamment pour tout ce qui est accès, sécurisation foncière des femmes à Madagascar. Et aujourd'hui, je me présente à vous parce qu'on m'a appris que je suis lauréate du concours Film ta science plutôt auquel j'ai participé il y a pas longtemps. Et je suis très contente d'apprendre cela parce que j'ai participé en filmant en fait un projet personnel que j'entretiens chez moi ici à Madagascar et qui est sur l'aquaponie. Et je suis très contente parce que en premier lieu en fait, c'est parce que je me dis que je ne fais pas les choses en vain. Et c'était une occasion aussi de partager en fait ce qu'on fait à la maison et à travers ce concours. Et je suis aussi très contente parce que comme j'ai eu le prix, donc je peux maintenant aussi acquérir des matériels en fait ou des petits équipements qui pourraient me permettre en fait d'investir en plus et améliorer en fait ce système d'aquaponie qui nous sert beaucoup ici à la maison. Et en fait, j'ai participé au départ parce que je voulais partager ce qu'on fait. Et en fait, l'aquaponie, c'est vraiment ça tient une place parce que ça nourrit en fait toute la famille au quotidien. Et aussi parce que ça me permet aussi d'expérimenter plusieurs choses parce que de base, j'ai un background agronomique. Et parce que, en fait, c'est utile, quoi. Et j'aimerais que les gens et les jeunes surtout aussi puissent savoir que même si on commence petit à petit, on peut quand même faire des choses qui est utile et qui nous sert à quelque chose, surtout actuellement où il y a quand même des enjeux assez forts sur tout ce qui est alimentation. Et je tiens aussi à remercier l'organisateur de ce concours parce que c'est quand même une plateforme aussi qui permet aussi de partager en fait toutes les expériences, que la science en fait sert quand même à nos activités quotidiennes et que c'est un moyen de faire aussi partager cela à tout le monde. Merci. Saloui, Rapano, Mezantsoa. Et donc, je sais pas, est-ce qu'on te remet le prix pour elle? Je suis pas sûr de l'avoir tout de suite. Ouais. Donc oui. Je la connais bien. Oui, donc... viens Laurent. Elle est inscrite à AgroParisTech et à l'école doctorale ABS que j'ai l'honneur de diriger. On est très fiers de ce prix pour elle. Tiens. Nous sommes très fiers de ce prix pour elle.
y a une vie en dehors de la thèse. Il faudra lui remettre le chèque, le chèque cadeau de 500 € dont elle se servira soit pour l'aquaponie, soit pour de futures vidéos. Et voilà, pour du matériel vidéo. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler que toutes ces vidéos, les 5 vidéos lauréates, seront visibles sur la chaîne YouTube, tu me corriges si je me trompe, du CIRPA. Je vous invite à aller les revoir, à les partager aussi, parce que de ces partages sur vos réseaux sociaux dépendra aussi le succès à la fois du concours Film ta science et des futures vidéos de ces lauréats, parce qu'on espère en revoir beaucoup, de Pascal, de Laurie, de Saloï, tous les lauréats. Voilà, on vous encourage à continuer, et puis peut-être qu'on pourra marquer dans les descriptions des vidéos aussi les différents réseaux sociaux, la chaîne de Pascal, le LinkedIn de Laurie, le Twitter de Laurie, etc. pour que vous puissiez les suivre et puis voir leur évolution future grâce au concours Film ta science. C'était vraiment un grand bonheur de participer à cette aventure, et j'espère qu'il y aura une 2e, une 3e, une 4e édition du concours, parce que c'est... Voilà, les vidéos de science et les vidéos d'agriculture, il y en a quelques-unes, et puis d'ailleurs, il y a des chaînes installées qui nous ont fait l'honneur de leur visite. Il y a Gabriel Dufour qui est là, il y a David Forge qui était là jusqu'à il y a un instant. Il y en a quelques-unes qui existent, mais il n'y en a pas encore assez, donc toutes les nouvelles chaînes d'agriculture et de science sont importantes pour faire avancer ces sujets-là auprès du grand public. Merci. Oui, merci à toi, Pierre. Je crois que ce projet est né sous une belle étoile, et on espère que vous serez là de nouveau pour l'édition 2023. Merci à tous. Notre petite cérémonie est suivie d'un pot, qui est prêt, voilà, juste à côté. Donc, merci à tous.